Le soldat est rentré chez lui, héritant d'un manoir délabré que toute la famille de son ex-femme considérait comme une camelote sans valeur. Mais à l'intérieur de ce même lieu, lui et sa fille ont découvert une vérité si puissante qu'elle a forcé ceux qui le traitaient autrefois d'inutile à baisser la tête de honte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les rires et les bavardages résonnaient sur la pelouse verdoyante de la grande et ancienne propriété de la famille de Sofia. L'atmosphère était à la fête, un mélange d'anniversaire pour la grand-mère et de rassemblement des personnalités les plus influentes de la ville. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que le portail en fer grince en s'ouvrant. Thomas Miller, 45 ans, se tenait à l'entrée, un sac de sport militaire usé sur l'épaule. Il portait une chemise bleu pâle et un simple pantalon kaki, plus mince qu'avant, la peau hâlée par le soleil, mais il se tenait droit. À côté de lui, une petite fille, Ella, portait une robe modeste, ses cheveux soigneusement tressés en 2 nattes. Ses grands yeux brillaient d'un mélange de nervosité et d'excitation, sa petite main agrippant fermement celle de son père. Personne ne les a salués. Les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées. Thomas avança de quelques pas et s'arrêta juste au bord du tapis de banquet blanc. « Je suis venu chercher Ella. » Sa voix n'était pas forte, mais suffisamment claire pour que les personnes à proximité l'entendent. Sofia se retourna, ses lèvres rouges se crispant quelques secondes avant de se plisser en un sourire étudié. « Tu es un peu en avance. » Thomas lui tendit une feuille de papier. « Selon l'ordonnance du tribunal, c'est aujourd'hui que je l'emmène vivre avec moi. Les 3 premiers mois sont une période d'essai, après quoi les avocats des 2 parties réévalueront la situation. » Sofia regarda le papier comme si c'était le menu d'un restaurant de bord de route. « Oui, je me souviens. » Puis elle pencha la tête vers l'enfant. « Ella, veux-tu y aller ?» Ella leva les yeux vers sa mère, puis vers son père. Elle hocha légèrement la tête, sans rien dire. Une cousine à proximité se moqua à voix basse. « Tiens, le papa soldat est venu chercher son enfant. » Un homme d'âge mûr, appuyé sur la table, ajouta « N'ai-je pas entendu dire que Thomas a hérité de cette vieille ruine sur la colline ? Je suis sûr que même les rats n'y vivraient plus. » Des ricanements parcoururent la foule. Thomas ne dit rien. Il s'agenouilla et ajusta la sangle de la chaussure d'Ella avec une précision silencieuse. Elle lui serra légèrement la main, les yeux emplis de larmes. Sofia croisa les bras, son sourire avait disparu, remplacé par une froideur tranchante. « Thomas, je ne t'empêche pas de l'emmener, c'est ton droit légal. Mais si tu as vraiment l'intention de l'amener dans un endroit qui manque des nécessités de base, alors je me réserve le droit de demander une réévaluation de ses conditions de vie. » Thomas se redressa. « Ma fille a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment, pas de luxe. Je veillerai à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Ce que pensent tes parents ne me regarde pas. » Un autre parent intervint, jetant de l'huile sur le feu. « Mais Sofia a raison. Élever une fille comme ça, n'est-ce pas la même chose que de l'abandonner ?» Les lèvres de Sofia se courbèrent pour le coup de grâce. « Si ma fille doit vivre dans un endroit pareil, c'est un malheur après l'autre. » L'air devint immobile. Le seul son était le léger tintement d'une cuillère contre de la porcelaine à une table voisine. Thomas regarda Sofia un long moment, sans colère ni réfutation. Juste un regard. Puis il se tourna vers Ella, lui prit doucement la main et dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Rentrons à la maison, ma chérie. Ta mère a déjà fait son choix. » Le père et la fille sortirent du jardin, traversant une mer de regards, certains apitoyés, d'autres méprisants, d'autres encore indifférents. Mais Ella ne se retourna pas. Elle s'accrochait à la main de son père comme si c'était la seule chose solide qui lui restait dans la vie. Et tandis que leurs silhouettes disparaissaient derrière les arbres, personne ne remarqua qu'un invité sortit discrètement son téléphone et enregistra toute la scène. Quelques jours plus tard, cette vidéo deviendrait virale sur les réseaux sociaux avec un seul titre, « Père pauvre humilié à la fête », mais sa réponse a laissé toute la foule sans voix. Le père et la fille quittèrent le lieu de la fête. Peu de temps après, leur petite camionnette s'engagea sur un étroit chemin de terre, ses pneus crissant sur le gravier qui chuchotait comme des murmures venus de sous la terre. La route était déserte, pas âme qui vive. Lorsque le camion s'arrêta enfin devant un portail en fer rouillé, Ella pressa son front contre la vitre et murmura « C'est notre nouvelle maison, papa. » Thomas ne répondit pas tout de suite. Il coupa le moteur, se pencha en avant, les 2 mains sur le volant, et fixa à travers le treillis de métal rouillé. Derrière le portail se dressait un manoir de 3 étages, se profilant tel un souvenir oublié.
Ces murs étaient tachetés et écaillés, le toit inégal, des vignes enchevêtrées grimpant jusqu'aux avant-toits. Un côté du balcon s'était complètement effondré, ne laissant qu'une poutre éclatée. L'air était humide, lourd de l'odeur de mousse et de terre en décomposition qui imprégnait le vent de fin d'après-midi. Thomas sortit, fit le tour de la camionnette et en sortit une valise et un sac à dos. Il revint et tendit la main à sa fille. Ella hésita quelques secondes avant de prendre sa main et de descendre. Sa robe s'accrocha aux mauvaises herbes qui lui arrivaient aux genoux. Thomas sortit une vieille clé. Il fallut 3 tours complets avant que le portail ne s'ouvre en grinçant, avec un long grognement guttural, comme quelque chose qui se réveillait des profondeurs de la terre. En entrant, Ella pencha la tête en arrière et leva les yeux vers la maison. « Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ici avant ?» Thomas répondit simplement, « Ça appartenait à ton grand-oncle. Il est décédé il y a longtemps. J'ai hérité de la maison. » La porte d'entrée vacilla légèrement alors qu'il la poussait avec son épaule. Une bouffée d'odeur les frappa, la poussière, le bois pourri, l'haleine épaisse du temps lui-même. À l'intérieur, le plancher en bois s'effritait, les murs étaient couverts de moisissures, des toiles d'araignée tissées comme des rideaux. Une faible lumière filtrait à travers une fenêtre couverte de poussière, insuffisante pour révéler clairement les formes à l'intérieur. Un fauteuil renversé gisait sur le côté, une étagère effondrée au centre du salon. Une photographie encadrée gisait face contre terre, le verre fissuré. Thomas se pencha et la retourna, le portrait en noir et blanc d'un jeune homme debout devant cette même maison, le visage sévère, les yeux sombres et scrutateurs. Son jeune frère, Edmund, portait disparu depuis près de 20 ans. Ella ne dit rien. Elle s'avança, effleurant doucement la table poussiéreuse de ses doigts. Quand Thomas réussit enfin à ouvrir les volets, la lumière du soleil inonda la pièce, projetant tout en un relief saisissant, chaque recoin brisé, chaque vestige fané par le temps. Ella explora le rez-de-chaussée. La cuisine était un désordre chaotique de casseroles rouillées et d'un réfrigérateur vide. Le bureau était rempli de vieux papiers et de cartes des terres environnantes, griffonnées de notes brèves et audacieuses. Elle s'arrêta devant une lourde porte en bois qui donnait sur une ancienne bibliothèque. Cet espace semblait différent, comme s'il avait été délibérément préservé. Les murs étaient jaunis, les étagères poussiéreuses mais intactes. Au centre était accrochée une peinture, délavée et écaillée. Elle représentait quelque chose comme une personne se tenant devant une obscurité parcellaire. Ella plissa les yeux. Il lui semblait que la personne ne se tenait pas debout, mais se cachait. Pendant ce temps, Thomas monta à l'étage. Sur une table d'appoint près de l'escalier, il trouva un petit carnet en cuir usé, coincé entre 2 annuaires téléphoniques obsolètes. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture d'Edmund. Sur la toute première page, une seule ligne disait « Ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on peut voir ce qui a été laissé ». Il tourna quelques pages de plus. Il y avait de brèves notes sur le vent passant à travers les fissures des murs, d'étranges marques sur une carte dessinée à la main, mais la plupart des pages étaient blanches. Thomas referma le carnet et redescendit. Ce soir-là, ils dînèrent assis sur le plancher en bois, qu'ils avaient balayé de leur mieux. Une table pliante de fortune, 2 boîtes de repas à emporter et une seule bougie plantée dans une vieille boîte de lait concentré. Ella ne mangea pas beaucoup, mais de temps en temps, elle levait les yeux vers son père. « Papa ?» Thomas leva les yeux. « Cet endroit, ce n'est peut-être pas comme la maison de maman, mais je pense que même s'il n'y a pas de jouets que j'aime ici, t'avoir toi, c'est suffisant. » Thomas posa sa fourchette, marqua une pause, puis hocha doucement la tête. « Alors peut-être que je n'ai pas mal commencé. » Ella sourit, juste un peu. La nuit tomba et le vent se leva. Il hurlait à travers les fentes des portes, les branches grattant contre les murs comme des voix chuchotées à l'extérieur. Thomas borda Ella dans un lit de fortune fait de couvertures pliées. Elle serrait fort son ours en peluche et s'endormit. De retour dans le salon, Thomas alluma une lampe de poche et rouvrit le carnet. La dernière page semblait plus épaisse que les autres. Soigneusement, il passa un ongle le long de la reliure jusqu'à ce qu'un petit morceau de papier en forme de triangle glisse. C'était un fragment de carte. Le papier avait jauni avec l'âge, un cercle rouge marquait un emplacement intitulé CR, avec une encre qui semblait complètement différente du reste. Thomas resta immobile quelques minutes, puis il glissa le morceau de papier dans la poche de sa chemise et leva les yeux vers la photo fissurée d'Edmund, souriant faiblement derrière le verre brisé. Les mots de tout à l'heure résonnaient dans son esprit, ce n'est qu'en regardant en arrière. Il ne savait pas encore ce qu'il venait d'ouvrir, mais au fond de lui, quelque chose s'agitait. Quelque chose dans cette maison ne collait pas.
Et peut-être que toutes les portes que nous ouvrons ne nous mènent pas à ce que nous espérons trouver. Qu'est-ce qu'il attendait d'autre derrière celle-ci? Thomas referma le carnet en cuir marron, ses doigts encore couverts de la poussière de la section de mur derrière la cheminée qu'il venait de démanteler. À l'intérieur de cette vieille cavité cachée, il n'y avait rien d'autre qu'un petit morceau de papier calque jauni, soigneusement plié en 4. Dessus, une seule ligne d'écriture, brute et inégale, comme le gribouillage de quelqu'un contemplant quelque chose de bien plus grand que lui-même. Tous les souvenirs ne sont pas écrits à l'encre. La signature en dessous, EBEB pour Edmund Bennett, le défunt oncle dont personne dans la famille de Thomas n'avait jamais vraiment parlé. Thomas resta assis en silence pendant quelques secondes. Il regarda vers la bibliothèque de la maison, silencieuse, intacte, comme si personne n'y avait jamais mis les pieds. Puis il se leva, remit son manteau, laissa Ella continuer à dormir dans sa chambre et prit tranquillement le bus pour la ville. La bibliothèque municipale était nichée derrière une rangée de vieux érables, ressemblant plus à une chapelle oubliée qu'à un espace public moderne. Thomas poussa la porte. Il n'y avait personne à l'accueil, seulement le faible bruit d'un balai quelque part au fond des rayons. Il s'apprêtait à se diriger vers la section des archives quand une voix de femme s'éleva, basse, légèrement rauque et délibérée dans son ton. « Vous êtes ici pour Edmund Bennett, n'est-ce pas ?» Thomas se retourna, surpris. Une femme âgée, à la silhouette mince et aux cheveux argentés soigneusement épinglés, le regardait de derrière une étagère. « Excusez-moi, comment savez-vous qui je suis ? » « Parce que vous avez ces yeux. » Et personne ne franchit cette porte un matin d'hiver à moins d'essayer de déterrer le passé. Elle posa le balai et s'approcha. « Je suis Margaret Chen. Je travaillais comme employée à la mairie avant de venir ici. Edmund venait souvent dans cette bibliothèque, dans ces dernières années. Si vous êtes son neveu, alors ?» Thomas, encore en train d'assimiler le moment, hocha la tête. « Je suis Thomas. Je viens d'emménager dans la maison qu'il a laissée. » Margaret marqua une pause, son visage trahissant un mélange de confusion et d'émotion silencieuse. Il a dit un jour que cette maison n'est pas faite pour y vivre. C'est un portail, une épreuve. Pas pour ceux qui cherchent le repos. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Cette phrase, elle était presque identique au message qu'il venait de trouver. Étiez-vous proche de lui? Je le connaissais. Mais plus que ça, je lui dois une dette de gratitude. Après le décès de mon mari, Edmund m'a écrit une lettre à la main, me disant que les souvenirs, lorsqu'ils sont oubliés, sont comme des morts laissés sans sépulture. C'est peut-être pour ça qu'il m'a laissé ça. Elle ouvrit un petit tiroir sous le bureau de la bibliothécaire et en sortit une vieille enveloppe, son sceau légèrement décollé par le temps. Il me l'a envoyée il y a 15 ans. Il m'a dit de ne la donner que si quelqu'un de la famille venait la chercher. Et ce matin, j'ai rêvé de lui pour la première fois depuis toutes ces années. Thomas prit l'enveloppe. Son cœur battait la chamade en voyant son nom écrit dessus. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une feuille jaune délavée, l'écriture brute mais délibérée. Si tu lis ceci, c'est que tu as fait le premier pas. Ne te fie pas à tous les murs, ne néglige rien de petit. J'ai laissé 3 marques en X, cellier, bibliothèque, chambre principale. Chaque endroit est une couche de masque. Celui qui trouvera les 3 est celui en qui j'ai placé ma confiance finale. Edmund Bennett. Avec la lettre se trouvait un plan de la maison dessiné à la main, simple mais marquant clairement 3X à l'encre rouge. Margaret haussa les sourcils en jetant un coup d'œil à la carte. Il disait que ce n'était pas un trésor. C'est un vœu, destiné à quelqu'un avec assez de patience. Pensez-vous être cette personne? Thomas plia la lettre, ses mains tremblant encore. Je n'en suis pas sûr. Mais je ne pense pas pouvoir faire demi-tour maintenant. Et cette nuit-là même, quelque chose se produisit. Quelque chose de si inattendu que même Thomas ne l'avait pas vu venir. Depuis 2 nuits, Thomas n'arrivait pas à dormir profondément. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de son défunt oncle Edmund apparaître au milieu d'une pile de vieux papiers, ses yeux semblant murmurer quelque chose que Thomas n'était pas encore assez perspicace pour comprendre. Depuis son installation dans la maison, il avait eu l'impression d'être dans une sorte de jeu psychologique interminable. Une note dans le tiroir de la cuisine disait « Ce n'est que lorsque le cœur est prêt à s'ouvrir que la pièce révélera son chemin ». Puis il y avait eu l'histoire de la vieille bibliothécaire sur Edmund, l'homme qui avait un jour déclaré qu'il ne laisserait pas un sou à quiconque ne comprendrait pas la vraie valeur d'un foyer. Thomas avait toujours cru en la logique, aux documents notariés, aux contrats et aux testaments. Il ne croyait pas aux comptes d'or cachés ou d'argent enfoui, ne croyait pas qu'un vieil homme solitaire laisserait derrière lui une sorte de trésor comme dans un film. Il était venu ici pour un abri,
pas pour poursuivre un rêve farfelu. Alors, quand Ella lui demanda, « Papa, j'ai vu une marque X rouge sur le plan que nous avons trouvé hier. Tu crois que ça veut dire quelque chose ?» Thomas s'était contenté d'un léger sourire. « Juste une blague, ma chérie. Oncle Edmund l'a probablement marqué pour dérouter les gens. » Ella ne dit rien de plus. Elle continua simplement à dessiner dans le coin de la bibliothèque, une pièce silencieuse et poussiéreuse remplie de l'odeur de moisi des vieux livres, que Thomas avait prévu de transformer en coin lecture pour elle. Mais ensuite, « Papa, cette partie ici, ce n'est pas plat. » Ella désigna le tapis dans le coin de la pièce. Un de ses côtés était clairement surélevé, comme si quelque chose se trouvait en dessous. Sous la faible lumière jaune de l'ampoule du plafond, Thomas s'approcha, ses doigts traçant le bord du tapis usé. Il se figea à mi-chemin, ses doigts touchant quelque chose de plus dur que le plancher en bois. Une étrange sensation lui parcourut l'échine, comme un frisson du passé. Soigneusement, il souleva chaque bord du tissu. Son cœur se mit à battre la chamade. Un X rouge foncé apparut, non pas comme de l'encre fraîche, mais comme une traînée de rouge à lèvres séchées, usée par le temps. Pourtant, il était encore assez clair pour le clouer sur place. Ce n'était pas n'importe quelle marque. Elle correspondait, de manière troublante, à l'endroit exact marqué sur le vieux plan qu'il avait déterré d'un dossier poussiéreux. L'emplacement, au centimètre près. Thomas recula, les yeux écarquillés, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Sa main tremblait légèrement alors qu'il sortait un couteau de poche et commençait à forcer les bords en bois. Le bruit sec du bois qui craquait résonna durement, comme si toute la maison retenait son souffle. Le panneau sauta. En dessous se trouvait une trappe en fonte avec une poignée rouillée, mais étrangement, pas de serrure. Elle était là, comme si elle avait attendu tout ce temps que quelqu'un la trouve. « Bon sang » murmura Thomas, la voix rauque. « Pas possible. » Ella se tenait à côté de lui, le visage levé, les yeux grands ouverts d'anticipation. « Je veux venir avec toi, papa. Je promets que je serai prudente. » Thomas se tourna vers elle, son regard s'adoucissant, bien que l'inquiétude plissa encore son front. Il posa une main sur sa petite épaule et la serra doucement. « Alors nous y allons ensemble. Mais tu dois rester près de moi, d'accord ?» Elle hocha la tête, et ensemble, père et fille s'avancèrent vers la porte que le temps venait d'ouvrir, un lieu où le passé et l'avenir attendaient. Thomas regarda dans les yeux résolus d'Ella et hocha la tête en retour. Il prit une lampe de poche dans le tiroir, lui serra fermement la main et souleva la trappe. Les escaliers en bois craquèrent sous leurs pieds, usés et fragiles. Un air froid et humide monta à leur rencontre. Ils descendirent marche par marche, le bois gémissant sous leurs pieds, résonnant comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des lustres. Le sous-sol était plus grand que Thomas ne l'avait prévu. Des draps blancs couvraient chaque étagère, chaque table, chaque statue en bois sculpté. Et pourtant, il n'y avait presque pas de poussière, comme si l'endroit avait été nettoyé il y a longtemps, puis scellé hermétiquement. Au centre de la pièce se trouvait une grande malle, sécurisée par 3 cadenas en fer, maintenant réduits à de simples décorations. Thomas en tourna un. Clic. Il s'ouvrit. Il sursauta. Le deuxième fit de même, et le troisième se défit aussi facilement que s'il n'avait jamais été verrouillé. Il souleva le couvercle. Et là retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un trésor au sens littéral du terme. Des boîtes en bois remplies de petits lingots d'or, d'argent pur, de vieilles pièces de monnaie de guerre, et même de livrets de banque anciens et d'obligations datées, soigneusement rangés et étiquetés par des notes manuscrites, réserve d'urgence. À ne pas partager avec des étrangers. Pour celui qui comprend la vraie valeur de cette maison. Thomas resta immobile. Il avait cru que ce n'étaient que des mots sentimentaux, mais maintenant, c'était le testament vivant d'Edmund, non pas inscrit dans des codes juridiques, mais lié par la foi. Ella attrapa une photo encadrée au fond du coffre, une photo de Thomas enfant, à moitié cachée derrière la jambe d'Edmund. Sous le cadre, une ligne manuscrite disait « Si un jour tu reviens, laisse la confiance te guider pour ouvrir la bonne porte. » Thomas serra la main de sa fille. « On l'a trouvé, Ella. Est-ce que ça veut dire que d'autres personnes peuvent le prendre aussi ?» Thomas la regarda, silencieux. Il savait que la tempête de la part de la famille de son ex-femme ne faisait que commencer. Il ne resterait pas silencieux une fois que la nouvelle du trésor éclaterait. Mais une chose était maintenant certaine, ce trésor ne leur était pas destiné. Cette nuit-là, alors que Thomas triait les vieux registres bancaires, le téléphone fixe du salon sonna une fois, puis se tut. Et ce qui se passa ensuite dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. La porte de la trappe se referma derrière eux. Thomas sortit le premier, sa chemise trempée de sueur,
ses mains encore poussiéreuses de copeaux de bois. Ella le suivit de près, ses yeux illuminés d'un mélange de confusion et d'excitation. Chaque marche de l'escalier semblait les éloigner d'un secret trop incroyable pour être dit à voix haute. Thomas posa la plus petite boîte sur la table de la cuisine, s'essuya les mains sur son pantalon, le regard toujours perdu dans ses pensées. Il ne dit rien. Ella s'assit en face de lui, serrant son ours en peluche usé, regardant son père comme si elle attendait l'explication d'un miracle. « Il les a cachés pour toi ?» demanda doucement Ella. Thomas resta silencieux un moment, puis hocha faiblement la tête. Il n'en était pas sûr, mais les yeux d'Edmund dans le portrait accroché dans le couloir semblaient le fixer droit dans les yeux maintenant, non pas avec reproche, mais avec attente. Il ouvrit l'un des vieux livrets de banque et parcourut les chiffres. Le montant était suffisant pour changer complètement leur vie. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre dignement, pour ne plus être rejeté ou méprisé. Thomas laissa échapper un long soupir silencieux. Cette maison en bois pourri, cette cave moisie, tout cela n'avait été qu'une coquille. Ce qu'il y avait à l'intérieur était le véritable héritage. Il murmura pour lui-même, comme incrédule, 80 millions de dollars. Il tira une chaise et s'assit, les yeux dans le vide. Son visage n'était pas pâle à cause de la somme, mais à cause de la pression dans sa poitrine, comme si tout cela avait été mis en mouvement il y a longtemps, pas une coïncidence, pas un accident. Il ouvrit chaque compartiment du vieux coffre en fer, des documents de certification de lingots d'or, des actions, des photos délavées des années 1970, et une enveloppe scellée avec une note manuscrite sur le devant, « À mon petit-neveu. Si tu as eu le courage de retourner dans cette maison ?» Il déchira le bord de la lettre. L'odeur de papier vieilli s'éleva, mêlée aux moisis de la cave. À l'intérieur, quelques lignes, l'écriture penchée mais audacieuse et ferme, si familière qu'elle fit sursauter son cœur. « Thomas, je t'ai laissé cette maison pour une raison. Tout le monde n'a pas de raison de retourner dans un lieu qui ne contient que de la déception. Mais si tu lis ceci, cela signifie que tu as fait la chose la plus difficile, tu es revenu à toi-même. Ils m'ont traité de fou de te laisser cette maison en décomposition, mais c'était la seule chose qui pouvait garder un grand secret, un secret que seul un homme non aveuglé par la cupidité pourrait jamais découvrir. Utilise-le sagement. Pas pour la vengeance, mais pour commencer quelque chose de propre. Edmund. » Thomas plia la lettre lentement, sans un mot, son esprit inondé de souvenirs du jour où il avait reçu l'avis d'héritage. Une maison abandonnée, délabrée, que personne dans la famille n'avait même regardée, tandis que les autres cousins se battaient pour le manoir de banlieue près de Boston ou les parts de l'entreprise. Thomas, le soi-disant raté, le mouton noir, le vagabond, avait reçu cette ruine et maintenant il comprenait pourquoi. Parce qu'Edmund ne cherchait pas un héritier légal, il cherchait quelqu'un d'insensible à l'avidité, quelqu'un prêt à endurer le ridicule, à ramper dans un endroit rempli de poussière et de rats pour trouver la vérité, pas quelqu'un cherchant juste une vie facile. Personne n'avait vécu ici auparavant, la maison était scellée depuis plus de 20 ans. Ceux qui l'avaient vu secouaient la tête, il n'y a que de la pourriture et de l'espace perdu. Et c'est peut-être ce qui avait protégé le trésor, tout comme cela avait protégé la volonté d'Edmund des mains avides. Thomas ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Pas parce qu'il avait été choisi, mais parce que pendant des années, il avait cru avoir été abandonné. Et peut-être que c'était précisément parce qu'il avait été mis de côté, étiqueté comme un raté et qu'il avait traversé la vie en ravalant chaque blessure sans se plaindre qu'Edmund avait vu en lui ce que personne d'autre ne pouvait voir, la détermination d'aller jusqu'au bout. Et là vint derrière lui, tenant toujours son ours en peluche élimé. « Papa, on va vivre ici maintenant ?» Thomas se tourna et la regarda, hochant doucement la tête, son regard adouci, non plus rempli de doute. « Peut-être pas pour toujours, mais ce soir, c'est notre maison. » Les deux s'assirent côte à côte tard dans la nuit. Personne n'alluma la télévision, personne ne vérifia le solde bancaire. Dehors, le vent hurlait à travers les vieux bardeaux, mais à l'intérieur, pour la première fois, il ne faisait plus froid. Non pas parce que les murs étaient plus étanches, mais parce qu'au fond de lui, Thomas ne se sentait plus comme un étranger. Le lendemain matin, un unique coup de klaxon résonna sur l'étroit chemin de terre, encore enveloppé dans le brouillard matinal. Thomas était assis sous l'auvent du porche, un marteau à la main, en train de réparer la charnière rouillée de la vieille porte de garage qui était desserrée depuis des années. Les klaxons le surprirent légèrement. Personne ne passait jamais par ici, et certainement personne ne se souciait assez de venir. Il posa le marteau et se leva. Un SUV noir et élégant s'arrêta devant le portail en bois usé par le temps. Une paire de lunettes de soleil en sortit d'abord. C'était Sophia, sa robe beige effleurant l'herbe couverte de rosée,
les talons de ses chaussures s'enfonçant dans la terre. Derrière elle se tenait un homme en costume gris, tenant une pile de papier, clairement un avocat. Nul besoin de deviner. Thomas fronça les sourcils et descendit du porche. Sophia. Elle retira ses lunettes de soleil et sourit faiblement, comme si c'était une visite impromptue et décontractée. Je passais dans le coin et je me suis dit que notre fille pourrait peut-être passer un peu de temps avec sa mère. De l'intérieur de la maison, Ella sortit en courant, puis s'arrêta net en voyant sa mère. Il n'y eut pas d'élan de joie, juste une pause hésitante, et elle resta immobile. Sophia fit un signe de la main. « Ma chérie, maman est venue te voir. » Ella ne dit rien. Elle se tourna vers Thomas, comme si elle attendait son signal. Thomas fit un petit signe de tête, ses yeux ne quittant jamais Sophia. « Comment savais-tu que j'étais ici ?» Sophia sourit, sa voix douce comme de la soie. « Mon avocat suit les registres immobiliers. On dit que tu as récemment hérité de cet endroit. Je voulais juste m'assurer que ma fille vit dans un endroit sûr. » Puis elle se tourna nonchalamment, ses yeux s'arrêtant, apparemment au hasard mais bien trop précisément, sur le mur de briques latéral, où la nuit précédente, Thomas avait tiré une bâche sur la porte menant à la cave souterraine. Elle parla sans réfléchir, ou du moins en apparence. « La maison est si vieille, je peux sentir l'humidité du bois monter du sol. Il doit y avoir un sous-sol en dessous. » Thomas se figea. La question était bien trop spécifique. Ce genre d'odeur ne pouvait pas être perçu à distance. Et Sophia, qui avait toujours eu une peur bleue de la poussière et de la moisissure, était celle qui le remarquait. Il parla lentement. Le sous-sol n'est qu'un vieil espace de rangement. Il n'y a rien là-dessous. Sophia sourit doucement, ne discuta pas, mais ses yeux se portèrent sur la main de Thomas, de la terre sous les ongles, une petite égratignure au poignet, et de la boue séchée encore collée au genou de son pantalon. Elle le savait. Aucune preuve tangible, mais comme un prédateur sentant l'odeur du sang dans l'air, elle le sentait. L'avocat s'avança, tendant les documents. « Nous venons avec de bonnes intentions, mais si nécessaire, nous déposerons une demande de tutelle temporaire pour assurer la sécurité d'Ella. Cette maison n'est peut-être pas adaptée à un enfant. » Thomas ne regarda pas les papiers. Il regarda sa fille. Ella avait déjà agrippé fermement sa main, ses yeux ne jetant même pas un regard à sa mère. La réponse était claire depuis un certain temps. Thomas prononça chaque mot avec une précision tranquille. « Tu n'es pas venu ici pour Ella. Tu es venu parce que tu penses qu'il y a quelque chose ici, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu cherches quelque chose. Mais n'utilise pas Ella comme excuse. » Sophia continua de sourire, mais cette petite courbe de ses lèvres avait perdu de son assurance. « Je suis seulement venu rendre visite à ma fille. Tout le reste est dans ta tête. » Elle se retourna vers la voiture. Son talon s'enfonça dans une parcelle de boue molle derrière la cour, juste là où Thomas avait soulevé les planches de la cave la veille. Sophia s'arrêta, baissa les yeux. Une empreinte de pas. Elle ne dit rien de plus, mais Thomas sut qu'à partir de ce moment, le jeu avait changé. Thomas resta assis, immobile, sur les marches de l'entrée, le regard fixé sur le ciel maussade au-dessus du portail. Le SUV de Sophia avait disparu depuis moins de 5 minutes, mais le poids de sa visite s'accrochait encore à chaque latte de bois pourri de la vieille maison. Il ne rentra pas à l'intérieur. Il ne bougea pas. Ella se tenait derrière lui, ses petites mains agrippant le dos de sa chemise, silencieuse. Elle le sentait aussi, ce n'était pas une des menaces en l'air habituel de Sophia. Elle n'était pas venue pour des retrouvailles. Elle était venue pour reprendre le contrôle. Thomas laissa échapper un soupir discret et sortit son téléphone. Il n'appela personne. Il rouvrit simplement la photo qu'il avait prise la nuit précédente, dans la cave, le trésor, la lettre de son oncle et la dernière ligne écrite d'une main tremblante. Le prix de la liberté, c'est parfois de renoncer à tout ce qui vous tenait autrefois captif. Maintenant, il comprenait. Son oncle ne lui avait pas laissé cette maison parce qu'elle avait de la valeur. Il l'avait laissée comme une dernière épreuve. Une épreuve que seul quelqu'un avec assez de patience, assez de foi et assez d'amour pourrait endurer et conserver. Et maintenant, Thomas avait les trois. Mais il était sur le point de perdre la seule chose qui comptait le plus, Ella. Des pas résonnèrent doucement à l'intérieur. Ella était rentrée, avait ramassé son ours en peluche et était revenue regarder son père. « Papa, demanda-t-elle, sa voix petite mais perçante, si maman m'emmène, tu viendras avec moi. » La question tomba comme une lame. Thomas se figea, son regard s'assombrissant comme si quelque chose d'enterré depuis longtemps venait d'être déterré. « Personne ne t'emmènera nulle part, Ella. Je te le promets. » Mais quelques jours plus tard, cette promesse commença à s'effilocher.
Depuis la nuit où Thomas avait découvert le sous-sol caché et son contenu explosif, toute la ville de Havenwood était en effervescence. Une source anonyme, tout le monde soupçonnait quelqu'un de la maison, avait fait fuiter des photos de la carte au trésor et de son X rouge à un blog local. En 12 heures, les titres ont explosé sur Facebook et dans la gazette de Havenwood, un vétéran découvre un trésor d'1 million de dollars dans un manoir hérité. Le nom de Thomas Miller devint instantanément le sujet le plus brûlant de la ville. On disait tout, qu'il était un solitaire, un homme avec un historique de dépression post-guerre, que le manoir pourrait cacher des objets illégaux, le plus accablant, qu'une jeune fille y vivait dans des conditions insalubres pour hériter d'une fortune aussi immense. 3 jours après la publication du 3e article, Thomas reçut une lettre du tribunal du comté, une plainte officielle déposée par Sophia Delaney pour les droits de garde. Thomas ne fut pas choqué. Il serra simplement le papier si fort qu'il faillit se déchirer, puis le plia en 3 et le posa sur la table, comme un acte d'accusation qui n'avait pas besoin de procès. Ce matin-là, la mairie de Havenwood avait été transformée en salle d'audience temporaire. Chaque siège de la galerie était occupé, non pas parce que l'affaire était complexe, mais parce que tout le monde voulait voir l'homme qui avait touché le gros lot. Les équipes de presse locales installèrent des caméras juste devant les portes. Les chuchotements résonnaient dans les couloirs. Je suppose que l'ex-femme veut sa part. Non, elle poursuit pour l'enfant, pas pour l'argent. Mais personne ne croyait vraiment ce qu'il disait. Thomas était assis en silence du côté droit de la salle d'audience. Il portait un vieux costume gris, le col légèrement de travers, mais le dos droit comme un i. À côté de lui était assis Rawlins, l'avocat commis d'office, poli mais clairement dépassé par l'équipe juridique de poids de l'autre côté. Sophia était assise à gauche, vêtue d'une robe de velours noir avec une écharpe en soie drapée sur ses épaules. Son visage ne trahissait aucune émotion. À ses côtés se trouvaient 2 avocats, vifs, polis, précis. Derrière elle était assis un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée, son père, un ancien juge d'État connu pour son attitude suffisante et au-dessus des lois. Les portes s'ouvrirent. Le juge Harper entra dans la salle d'audience, un homme d'âge mûr qui semblait avoir présidé bien trop d'affaires de divorce ennuyeuses. Mais aujourd'hui, il faisait face à une salle comble. Ce n'était pas juste une autre affaire civile, c'était le litige de garde le plus surveillé de la ville. Ceci est l'audience de garde temporaire pour Ella Grace Miller. Demandeur, vous pouvez commencer. L'avocat de Sophia se leva. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était tranchant et délibéré, comme le fil froid d'un couteau. Votre honneur, ma cliente, Madame Sophia Delaney, est la mère biologique et légale d'Ella. Il y a 6 mois, elle a volontairement demandé la garde de sa fille suite au divorce, mais n'a reçu aucune coopération. Récemment, elle a été informée qu'elle vit dans des conditions dangereuses, spécifiquement une propriété vieillissante sans système de sécurité, sans nounou professionnel et sans accès à un soutien médical ou psychologique. Il fit une pause, puis tapota sa tablette, projetant une image sur le grand écran de la salle d'audience, une capture d'écran d'un article local. Trésor d'1 million de dollars, un soldat et son enfant vivent sur une fortune non réglementée. Et plus important encore, continua-t-il, avec la découverte d'actifs financiers substantiels, nous avons des raisons de croire que la tutelle est exploitée à des fins de gain monétaire, avec l'enfant au centre de tout cela. Ce n'est plus une simple affaire de garde. C'est un litige impliquant de l'argent, des biens et un contrôle légal. Il se tourna vers Thomas, son regard aussi perçant que s'il regardait un homme qui venait de gagner le jackpot. Quant au père, Monsieur Thomas Miller, il a été démobilisé de l'armée il y a moins d'1 an, n'a pas d'emploi stable et ne possédait aucun bien personnel jusqu'à récemment, lorsque plusieurs objets de valeur non enregistrés ont été trouvés dans la maison héritée. Cela pose un risque psychologique important, en particulier pour quelqu'un qui est encore en phase de réintégration sociale. Tout au long de la procédure, Sophia garda les yeux fixés sur Thomas. Elle ne parla pas, ne broncha pas, comme si tout cela était son droit, comme si elle savait déjà qu'elle allait gagner. Rawlins, l'avocat commis d'office de Thomas, compulsa plusieurs documents. Il se leva, visiblement moins polissé, mais ferme dans son ton. Votre honneur, Monsieur Miller est actuellement le tuteur principal de l'enfant, résidant avec Ella à la propriété léguée par son défunt oncle. L'enfant reçoit des soins, une éducation et une nutrition appropriées. Il n'y a aucune preuve médicale de négligence ou de préjudice émotionnel. Les allégations d'instabilité psychologique n'ont été validées par aucune autorité sanitaire. Le juge Harper hocha brièvement la tête. Merci. Le demandeur a-t-il des preuves concrètes? L'avocat de Sophia fit un signe.
Un greffier s'approcha avec une enveloppe noire et commença à étaler plusieurs photographies. Une d'elle debout devant la maison dans une veste trop grande, le visage fatigué. Une autre d'elle assise dans un salon faiblement éclairé. La dernière, une image floue d'une carte au trésor dessinée à la main, montrant clairement une marque X rouge. Ce sont nos pièces à conviction. Ma cliente est profondément préoccupée par le fait que l'enfant est entraîné dans un environnement douteux, centré sur l'exploitation de richesses non divulguées. Cela pourrait avoir des effets durables sur son développement émotionnel et cognitif. Thomas serra les poings. Il voulait se lever, dire quelque chose, n'importe quoi, mais il savait que tout ce qui sortirait de sa bouche maintenant serait déformé. Parce que Sophia ne voulait pas seulement la garde d'Ella, elle était en train de monter un dossier pour le priver de sa capacité juridique, pour tout réclamer. Après près de 2 heures d'arguments, le juge Harper rendit sa décision. Après avoir examiné les conditions temporaires, la documentation du demandeur et en considération de la stabilité émotionnelle de l'enfant mineur, j'accorde par la présente la demande. Ella sera placée en garde temporaire chez sa mère pour 2 semaines. Pendant cette période, le tribunal mènera une évaluation indépendante des environnements de vie des 2 parties. Le marteau tomba. La séance est levée. Thomas ne se leva pas immédiatement. Sa tête resta baissée. Dans sa main se trouvait une vieille photographie d'Ella à 4 ans, tous les deux au bord de la rivière. C'était la première fois qu'elle avait dit « Papa, je veux vivre avec toi pour toujours ». Il rangea la photo dans son portefeuille, se leva, sans regarder personne, murmura à Rawlins « Je comprends maintenant. C'est donc comme ça qu'ils rendent le vol légitime, n'est-ce pas ?» Rawlins ne dit rien. Il était avocat, pas optimiste. Mais à ce moment, quand Sophia se leva et ne jeta même pas un regard à Ella, fixant seulement froidement Thomas, il comprit. Oui, tout cela avait été orchestré. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Thomas rentra seul. Il n'alluma pas les lumières, se versa juste un verre d'eau et s'assit à la table à manger vide. Sur la table reposait encore une copie du certificat d'héritage. À côté, une série de notes détaillant les niveaux souterrains du domaine, des plans d'étage et des schémas historiques. Mais il ne les regarda pas. S'adossant à sa chaise, Thomas ne pleura pas, ne cria pas. Il n'y avait qu'une immobilité glaciale au fond de sa poitrine. Dehors, le vent balayait la forêt. Les journaux, alimentés par les rumeurs d'un trésor d'1 million de dollars, continuaient de circuler en ville. Mais ici, à l'intérieur de ce qui était autrefois rejeté comme une maison en ruine, un père prit conscience. Pour protéger sa fille et l'héritage qu'elle représente, il devrait se battre, non pas comme un soldat, mais comme un héritier. Sophia obtint la garde temporaire pour 2 semaines, mais elle n'a jamais ramené Ella à la maison. Au lieu de cela, elle s'enregistra dans un hôtel, rejointe par son père et un auditeur bancaire. Entre leurs mains se trouvait un inventaire fuité des biens hérités de Thomas. Et comme Thomas l'avait craint, il préparait une 2e action en justice, une demande de partage de la succession, arguant que Thomas n'était pas légalement compétent pour la posséder. Depuis la décision de garde temporaire du tribunal, la vieille maison de Thomas était retournée à son silence froid et originel. Plus de rires d'Ella résonnant dans les couloirs, plus de petites tasses en porcelaine bleue posées en diagonale à côté de sa tasse de café. Chaque coin, chaque passage portait encore les traces d'un enfant, et son absence rendait tout irréversiblement faux. Mais ce n'était pas seulement la solitude qui le tenait éveillé. C'était l'enveloppe qui arriva le lendemain matin. Pas d'adresse de retour, juste une seule ligne griffonnée sur le devant. Fais attention, ils ne veulent pas seulement la fille. À l'intérieur se trouvait une copie d'une nouvelle plainte déposée par Sophia. Cette fois, elle ne demandait pas seulement la garde permanente d'Ella. Elle et sa famille revendiquaient également légalement les biens découverts après le mariage. En vertu de la loi de l'État, si une relation conjugale antérieure avait existé, une partie pouvait demander une part des biens nouvellement acquis, à condition de pouvoir prouver qu'ils avaient des implications potentielles sur le bien-être de leur enfant commun. Et Sophia, soutenue par son père, faisait maintenant exactement cela. Thomas jeta la pile de papier sur la table. Il ne dit pas un mot, mais sa main tremblait, non de peur, mais du sentiment d'être arraché à sa propre vie. Il appela son avocat privé. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Cette nuit-là, Thomas se rendit en voiture au centre-ville, au bureau des archives financières publiques. Un employé plus âgé, enseveli sous une montagne de paperasse, leva les yeux en le voyant entrer. « J'aimerais consulter les dossiers de pension alimentaire ou d'aide publique déposés sous les noms de Sophia Delaney ou Ella Carter, sur les 3 dernières années, dit Thomas. L'employé fronça les sourcils. « Et votre relation avec l'enfant »
Je suis son père. Et j'ai besoin de preuves de cela avant qu'une autre famille puissante ne m'enterre avec son argent. » L'homme ne posa plus de questions. 15 minutes plus tard, Thomas tenait un épais rapport imprimé dans ses mains. Ligne par ligne, entrée par entrée, tout était là. Les dossiers de Sophia demandant l'aide pour mère célibataire alors qu'elle vivait déjà avec Thomas depuis ses 3 ans. Des déclarations indiquant clairement aucun soutien financier du père biologique, la mère est l'unique pourvoyeuse de soins. De fausses déclarations. Des paiements mensuels de programmes fédéraux qui permettaient à Sophia de continuer à vivre dans un appartement de luxe en ville pendant qu'elle était envoyée à la campagne, où son père luttait à la fois sur le plan psychologique et financier pour reconstruire sa vie. Et c'était exactement ce dont Thomas avait besoin. 3 jours plus tard, Thomas se présenta en chemise blanche, un dossier épais à la main. Il frappa à la porte du bureau d'un détective privé recommandé par un vieil ami. Un homme d'âge mûr ouvrit, tenant toujours son café. « Thomas, c'est ça ? Ancien militaire du Vermont. Je ne cherche pas à espionner mon ex-femme. J'ai juste besoin que quelqu'un vérifie si elle est déjà venue dans cette ville avant sa soi-disant visite pour voir notre fille. Spécifiquement, juste après que la nouvelle de la succession de plusieurs millions de dollars liés à cette maison a éclaté. Vous soupçonnez qu'elle était déjà au courant ? Je ne soupçonne pas. Je sais. » Le détective esquissa un léger sourire et hocha la tête. « Je peux le découvrir. Donnez-moi 2 jours. » Thomas hocha la tête en retour. Il n'était pas pressé. Ceux qui trompent finissent toujours par s'emmêler avec la corde même qu'ils ont tissée. Il n'avait qu'à tenir l'autre bout. Jeudi matin, une légère bruine balayait la ville. Thomas essuyait le porche avant quand le téléphone sonna. « C'est moi. Vous vouliez des informations. » Sophia est arrivée en ville une journée entière avant sa soi-disant visite surprise à sa fille. Elle s'est enregistrée dans un hôtel de milieu de gamme sous un faux nom. Ce qui est intéressant, c'est que dans les registres du système de l'hôtel, il y a un article imprimé sur le trésor caché à l'intérieur du domaine Carter. Elle l'a emporté avec elle. Et elle a également sauvegardé une image du vieux manoir depuis Google Maps. Thomas ne dit rien, mais un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle savait. Elle n'était pas venue pour Ella. Elle était venue pour le trésor, et Ella était simplement l'excuse la plus pratique. Cette nuit-là, Thomas se tenait au bureau en bois de son bureau, organisant toutes les preuves, photographies, dossier d'aide financière, dossier de poursuite, confirmation d'enregistrement à l'hôtel, et l'article imprimé qu'elle avait pris. Un mince dossier, mais lourd comme des briques. Personne ne l'aidait, mais personne ne pouvait l'arrêter non plus. Il imprima 2 copies. L'une fut envoyée à son ancien avocat. L'autre fut déposée au département de la justice de la ville, avec une demande reconventionnelle formelle, une demande d'enquête sur le motif d'utilisation d'un enfant mineur comme outil pour saisir illégalement des actifs par sa mère biologique, Sophia Delaney. Le lendemain, une lettre arriva du bureau d'évaluation. Nous avons reçu la soumission de Monsieur Thomas Carter. Madame Sophia sera tenue de clarifier certaines questions juridiques concernant l'aide financière et l'intention déclarée derrière sa revendication de propriété. Au bas de la lettre, une ligne était en gras, le tribunal accélérera l'examen s'il existe des preuves qu'un enfant est utilisé comme instrument juridique par l'une ou l'autre des parties. Ce soir-là, Thomas alluma la petite lampe sur son bureau et prit un crayon. Il commença à redessiner le plan de la maison. Non pas pour chercher des sous-sols cachés, non pas pour un trésor, mais pour quelque chose de plus profond. Une dernière couche de protection. Une vraie vie. Dans la chambre d'Ella, il tapota son oreiller, plia la couverture exactement comme elle l'aimait. Puis, tranquillement, il plaça un dessin au crayon qu'elle avait fait 2 dans un cadre en bois. Sur le verre, d'une écriture tremblante mais chaleureuse, se trouvaient les mots « Papa et ma maison ». Sophia pourrait gagner la garde, elle pourrait le poursuivre pour une part de la succession, mais Thomas jura qu'elle n'achèterait jamais l'amour d'un enfant. Car des mains qui ne touchent jamais ne tiendront jamais un cœur véritable. Le lendemain matin, Thomas se réveilla tôt. Soudain, son téléphone sonna. C'était son avocate, Mademoiselle Caroline. « Thomas, je viens de recevoir un avis de l'équipe juridique de la famille Dawson. Sophia a officiellement déposé une motion pour réclamer une partie des actifs post-matrimoniaux, spécifiquement la valeur de l'immobilier découvert après votre divorce. Elle soutient que la base de cette découverte a été construite pendant le mariage. » Thomas serra le téléphone. Que veut-elle de plus, à part Ella ? Caroline soupira. Ce n'est pas seulement Ella.
Ils exigent au moins 40% de la valeur totale de ce qui a été trouvé dans la maison, citant une proposition de compensation pour le soignant. Leur argument est que Sofia a contribué à la construction des fondations de la famille pendant que vous viviez encore ensemble. D'après ce que je vois, ils ne feront aucun cadeau. Thomas ne répondit pas. Il se leva et se dirigea directement vers le jardin, où la maison semblait maintenant un peu moins abandonnée. Il regarda autour de lui et soudain, le visage d'Ella lui revint à l'esprit. La façon dont ses yeux tressaillaient quand sa mère élevait la voix, la façon dont elle se recroquevillait au son du ton froid de Sofia. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait d'Ella. S'il ne se battait pas maintenant, il ne perdrait pas seulement sa fille, sa dignité et l'âme de cette maison seraient traînées dans la boue. Cet après-midi-là, il alla voir mademoiselle Nora, la directrice de l'ancienne école primaire d'Ella. Quand elle vit Thomas, son front se plissa doucement. Je me souviens encore des yeux d'Ella ce jour-là. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas rentrer à la maison. Et ce qui m'a brisé le cœur, c'est que j'ai dû mentir. Je lui ai dit que tout irait bien. Thomas ouvrit un dossier et le posa sur la table devant mademoiselle Nora. À l'intérieur se trouvaient des horaires scolaires, des dossiers médicaux et des notes manuscrites d'Ella, des preuves qu'elle n'avait pas été correctement soignée par sa mère biologique. Une lettre en particulier figea Nora. L'écriture était enfantine et inégale. Maman dit que je n'ai pas besoin de docteur, j'ai juste besoin d'arrêter de pleurer et d'être meilleure. Mais ça fait toujours mal. Nora leva les yeux, la voix tendue. Vous allez utiliser ça? Thomas hocha la tête. Pas au tribunal. Je ne ferai pas subir ça à Ella à nouveau. Mais le public doit voir la vérité avant qu'elle ne peigne sa version à la télévision nationale. Cette nuit-là, la première vidéo apparut sur les réseaux sociaux depuis un compte anonyme. Un diaporama d'images et de textes défilait à l'écran, une photo d'Ella tenant un bras meurtri, accompagnée de la légende « Cette petite fille a un jour supplié d'être inscrite à la garderie après l'école parce qu'elle avait peur de rentrer chez elle. » Qui est sa mère biologique et pourquoi un père autrefois silencieux prend-il enfin la parole? L'opinion publique commença à se diviser, mais une chose était claire, Thomas n'essayait pas de jouer la victime. Il a simplement publié et est resté silencieux. 3 jours plus tard, une interview en ligne fit surface, mettant en scène nul autre que l'ancien professeur d'éducation physique d'Ella. Cette petite fille a été un jour forcée de rester dehors en hiver parce qu'elle avait oublié d'apporter l'argent de la collecte de fonds de la classe. Quand nous avons appelé sa mère, elle a dit « Ne m'appelez pas, appelez son père. J'ai fait ma part. Je ne sais rien sur un trésor caché, mais si la justice signifie quelque chose, cet enfant mérite de vivre avec quelqu'un qui veut être un parent, pas quelqu'un qui essaie de mettre un prix sur elle. » La vidéo se propagea plus vite que n'importe quelle nouvelle du tribunal. Un soir, Thomas reçut un message de Caroline. Ils veulent un accord à l'amiable. Ils ont peur des dommages à leur image publique avant l'audience officielle de partage des biens. Thomas esquissa un léger sourire amer. Ce que la famille Dawson craignait, ce n'était pas lui. C'était la lumière de la vérité, une fois qu'il n'y avait plus rien derrière quoi se cacher. Une semaine plus tard, lors d'une réunion informelle au bureau du procureur de la ville, Sofia entra, vêtue d'une robe en soie de couleur crème. Son visage ne portait plus la confiance d'autrefois. Assise en face de Thomas, elle sortit son téléphone, le fit défiler brièvement, puis leva les yeux vers lui. « Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à utiliser ta fille comme une arme. »« Je n'aurais jamais pensé que tu voyais vraiment Ella comme ta fille, » répondit Thomas. Elle laissa échapper un rire, mais il était creux. « Si je m'en vais, serais-tu prêt à signer une déclaration renonçant à ta prétention sur les actifs? Si je faisais ça, qui apprendrait à Ella que la justice ne vient pas du silence? » La réunion se termina sans une seule signature, mais Sofia savait que Thomas n'était plus l'homme qui avait autrefois quitté cette ville en silence. Il était un père maintenant. Et une fois qu'un père choisit de se lever, rien dans ce monde ne peut le faire tomber à nouveau. La maison était silencieuse. Le soleil était déjà haut dans le ciel, mais Thomas n'avait toujours pas quitté l'atelier d'art. Il se tenait immobile devant une grande toile qu'Ella avait laissée inachevée. C'était une scène familière, lui, la petite fille et l'oncle Edmund debout devant la maison. Mais dans le coin inférieur, sans que personne ne le lui dise, Ella avait esquissé une silhouette supplémentaire, une femme aux cheveux longs, le dos tourné. Elle se tenait à distance, ne faisant pas partie de l'image principale, plus comme une ombre. Thomas se souvint d'avoir retourné la toile et regardé le dos. Là, dans l'écriture tremblante d'un enfant, une seule ligne apparaissait. « Ne t'inquiète pas papa, je sais que maman ne m'aime pas. » Sa main se serra, non de colère, mais de douleur.
Aucun enfant ne devrait jamais écrire quelque chose comme ça. Mais Ella avait appris depuis longtemps à se taire, et ce silence même les protégeait maintenant tous les deux. Cet après-midi-là, une lettre du bureau des successions fut livrée en main propre à Thomas. Demande de réouverture de l'enquête sur les biens hérités, déposée par Madame Sophia Delaney. Déclaration. Les actifs de la maison ne sont pas la propriété exclusive de Monsieur Thomas, mais font partie d'un patrimoine commun formé pendant le mariage. Demande de partage égal de toute la valeur nouvellement découverte. Thomas l'a lu encore et encore. Le sang dans ses veines semblait s'arrêter. Une partie de lui avait su que cela arriverait, ce n'était qu'une question de temps. Mais il ne s'était pas attendu à ce qu'elle dépose quelque chose d'aussi effronté. Elle voulait tout, pas seulement leur fille, mais la seule parcelle de valeur qu'il venait de découvrir, enterrée depuis tant d'années. Il prit une profonde inspiration et se dirigea calmement vers le salon. Sur la table se trouvait le carnet de gribouillage d'Ella. Thomas en feuilleta les pages doucement, s'arrêtant sur un post-it taché d'eau. Il était écrit à la main par Ella, il y a 2 mois, une simple réflexion personnelle pour un devoir scolaire, les gens que j'aime le plus, papy, papa, oncle Edmund. Les gens que je ne veux pas voir, maman et le petit ami de maman. Parce que chaque fois que je les vois, ils demandent, est-ce que ton père a reçu de l'argent? Thomas retira la note et la glissa dans la poche de sa chemise. La preuve n'avait pas besoin d'être grandiose. Elle devait juste être vraie et opportune. Cette nuit-là, après qu'Ella se fut endormie, Thomas reçut un étrange appel. La voix à l'autre bout était celle d'un homme, rauque, sans présentation. Si vous êtes malin, signez le papier et partagez les actifs. La fille reste en sécurité, et vous gardez la moitié de la fortune. C'est votre choix. Thomas ne répondit pas. Il raccrocha, mais ne jeta pas le téléphone. Il alluma l'enregistreur. Un vieil instinct de soldat était revenu. Tôt le lendemain matin, il alla voir son avocate, Madame Pamela Green. « Ils me menacent, dit-il. Ils veulent tout, et je ne peux plus protéger ma fille avec juste de l'émotion. » Pamela compulsa le dossier, puis leva les yeux. « Nous devons faire 2 choses. Premièrement, prouver que Sophia a abandonné Ella à plusieurs reprises et qu'elle est inapte à être mère. Deuxièmement, rouvrir les dossiers financiers et de communication, trouver la preuve qu'elle était au courant du trésor à l'avance, ce qui montrerait qu'elle avait l'intention de réclamer les actifs dès le début. S'il s'avère qu'elle ne l'a découvert que récemment, alors elle n'a aucune base légale pour exiger une part. » Thomas fronça les sourcils. Elle s'est présentée à la maison un jour après que les nouvelles locales ont éclaté, mais aucune photo n'avait encore été publiée. Alors comment connaissait-elle l'emplacement exact? Pamela hocha la tête. C'est la faille dans leur plan. Je m'occuperai du côté financier. Quant à vous, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Documenter la vie quotidienne d'Ella. S'ils essaient de la forcer à retourner chez sa mère, le tribunal devra voir où se trouve vraiment son foyer. 2 jours plus tard, Thomas attacha une minuscule caméra corporelle que Pamela lui avait donnée. Il la glissa discrètement dans la chemise d'Ella lors de leur rencontre au centre d'enquête. « Si un jour papa n'est plus là, avec qui voudrais-tu vivre ?» demanda-t-il. Ella réfléchit un instant, puis désigna un buisson et murmura, « Avec ce lapin tout doux là-bas. » Thomas rit, puis les larmes vinrent. Cette vidéo, selon Pamela, pourrait faire fondre le cœur de n'importe quel jury. Au même moment, un email anonyme arriva dans la boîte de réception du cabinet d'avocats. Il contenait un clip audio, Sophia parlant à son petit ami. Ces mots étaient glaçants. Si la fille revient, obtenir cet héritage sera une affaire réglée. Ce n'est pas comme si l'oncle avait signé quoi que ce soit. Pamela ne savait pas qui l'avait envoyé, mais Thomas avait une forte intuition. Clarisse, l'ancienne gouvernante de la famille Delaney. Elle adorait Ella depuis qu'elle était petite. Quelques semaines plus tôt, elle avait appelé Thomas et lui avait dit tranquillement, « Si je découvre quoi que ce soit, je ne resterai pas silencieuse. » Le vent avait commencé à tourner. Vendredi matin, Sophia publia un communiqué de presse. « Je veux seulement que ma fille vive dans le meilleur environnement. Je n'ai aucun intérêt pour l'héritage. Toutes les accusations sont fausses. » Le même jour, Thomas envoya à la presse 3 choses, une vidéo d'Ella dessinant, l'enregistrement audio de Sophia menaçant au sujet de l'héritage, une note manuscrite d'Ella, « Je ne veux pas voir maman. » Les médias explosèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Cet après-midi-là, Pamela se présenta chez Thomas, un dossier à la main. Elle est sur le point de perdre. Mais avant que le tribunal ne commence, il y a quelque chose pour lequel vous devez vous préparer. Qu'est-ce que c'est? Le pire des scénarios.
S'ils utilisent le pouvoir et l'argent pour prendre la fille, qu'êtes-vous prêt à faire? Thomas ne répondit pas tout de suite. Il monta à l'étage, regarda Ella dormir paisiblement, puis revint. Je me battrai comme sur le champ de bataille. Mais cette fois, je ne porterai pas une arme. Je porterai un enfant, et la vérité. À la fin du chapitre, Thomas ouvrit son email. Une invitation était arrivée de La vérité derrière le silence, une émission de débat national connue pour exposer les conflits familiaux très médiatisés. Il l'avait invité, lui et Sophia, à y participer. Thomas n'eut pas besoin de réfléchir. Il tapa une ligne, j'y serai. Et je ne resterai pas silencieux. Tôt le matin, une douce pluie drapait le toit de tuiles usées du vieux manoir. Chaque goutte tombait doucement, comme le dernier souffle d'un long cauchemar. À l'étage, dans le couloir du deuxième, Ella était assise tranquillement près de la fenêtre, serrant son ours en peluche en lambeaux. Ses yeux ne portaient plus la panique des jours où elle avait été forcée de s'éloigner de son père, mais la paix n'était pas encore totalement revenue. 10 jours après l'agitation au bureau d'expertise, la bataille pour la garde d'Ella et la propriété du domaine touchait à sa fin. Une voiture noire s'arrêta au portail. Thomas était debout depuis tôt, vêtu d'une chemise blanche, tenant un dossier de documents. Il ne dit rien à sa fille, lui tapota juste doucement l'épaule avant de sortir de la maison. La réunion d'aujourd'hui n'avait pas lieu dans une salle d'audience. Il n'y avait ni journaliste, ni attention du public. Mais pour Thomas, c'était l'endroit qui déterminerait le véritable destin du père et de la fille. La salle de conférence du Conseil d'État du Vermont pour les affaires sociales et juridiques était située dans un vieil édifice majestueux du côté sud de la ville. À l'intérieur se trouvaient 3 représentants, un juge honoraire, un jeune superviseur de l'Agence de protection de l'enfance et un conseiller financier indépendant. Du côté de Thomas, il n'y avait que lui et son avocat privé. De l'autre côté de la table, Sophia, ses parents et 2 avocats. Ces mêmes visages froids et familiers. Mais aujourd'hui, personne ne souriait d'un air suffisant, personne n'élevait la voix. Le dossier s'ouvrit, non pas sur le trésor, mais sur les rapports psychologiques scolaires d'Ella des 2 années où elle avait vécu avec ses grands-parents maternels, ainsi qu'un enregistrement audio d'une conversation récente entre la jeune fille et une assistante sociale. Ella a dit que pendant les 2 ans où elle a vécu chez sa mère, il n'y avait pas une seule photo de son père. Pas une. Chaque fois qu'elle demandait, sa mère disait « c'est lui qui t'a abandonné ». Personne du côté de Sophia ne le réfuta, car ces mots avaient en effet été prononcés. Et une chose de plus. D'après les relevés financiers de l'Agence de soutien à l'enfance, pendant 2 années consécutives, Sophia a reçu des paiements de soutien pour Ella mais en a détourné la majeure partie sur son compte personnel. Pendant ce temps, les dépenses pour Ella étaient inférieures au minimum requis par l'État. Pas de jouets, pas d'activité communautaire, pas d'assurance maladie. Qu'a-t-elle fait de l'argent? L'avocat de Thomas posa une photo sur la table, Ella endormie par terre, la tête reposant sur son sac d'école, entourée de factures impayées dans l'ancienne chambre de location de Sophia. Puis vint une voix, étranglée, douce, de l'enregistrement audio. C'était celle d'Ella. Quand on lui a demandé où elle voulait vivre, « Je veux juste être quelque part où quelqu'un m'attend pour rentrer à la maison ». Personne ne rit. Personne ne parla. Mais chaque mot dans cette pièce changea quelque chose. Plus tard cet après-midi-là, Thomas reçut une lettre manuscrite directement du conseil. Le contenu était bref, mais chaque ligne aussi claire que la lumière du soleil après une tempête. La garde légale et exclusive d'Ella est accordée à M. Thomas Miller. De plus, la propriété découverte au 103 à Maple Lane est légalement la propriété de M. Miller, conformément au transfert testamentaire notarié. Aucune propriété maritale partagée ne sera appliquée. Tout en bas, au stylo, se trouvait une note manuscrite du juge honoraire, « Un enfant ne choisit pas qui est le plus riche. Il choisit qui le fait se sentir vraiment aimé. » Thomas lut la lettre, puis la plia. Il ne parla pas. Pas de cri de joie, pas de larmes. Il se dirigea simplement vers le jardin où Ella était assise, en train de dessiner. Elle leva les yeux. « Tu sais papa, dans les contes de fées, les enfants sont toujours sauvés juste à temps. » Thomas s'assit à côté d'elle, pressant doucement son front contre le sien. « Et ça fait de moi quoi, alors? Un chevalier? Non. Tu es celui qui n'a pas abandonné. » Une semaine plus tard, la ville ne bourdonnait plus à propos du trésor, mais les gens racontaient encore l'histoire d'un ancien soldat, autrefois abandonné par sa femme, moqué par toute sa famille, laissé pour vivre dans une maison en ruine dont personne ne voulait. Cet homme a gardé la maison, gardé sa fille et gardé sa dignité. Non pas en ripostant, mais en leur prouvant qu'ils avaient tort.
Non pas en se pavanant, mais en restant ferme. À l'intérieur du manoir, Ella accrocha une nouvelle peinture qu'elle avait faite. Un homme en uniforme debout dans une vieille maison, tenant fermement la main d'une petite fille. En dessous, dans une écriture enfantine et maladroite, on pouvait lire « Papa et moi ». Les derniers qui sont restés. Quand la nuit tomba, il n'y avait plus de disputes, plus de menaces légales, plus d'avocats. Juste la lueur jaune et chaude qui se déversait des fenêtres sur les marches de l'entrée. Thomas se tenait sur le balcon, le regard levé vers le ciel. Pas à cause du trésor, pas pour la victoire, mais parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait enfin le sentiment d'appartenir à quelque part. Cette maison avait maintenant une âme. Non pas grâce aux lingots d'or cachés dans ses murs, mais grâce à une petite fille assez courageuse pour l'appeler papa, et un homme assez courageux pour traverser les ruines afin de s'accrocher à ce qui comptait le plus dans la vie. Le soldat est revenu, non pas pour trouver des richesses, mais pour découvrir le plus grand trésor de tous, l'amour inconditionnel de sa fille. Le manoir, autrefois jugé sans valeur, est devenu la preuve vivante d'une simple vérité. Ce n'est pas la richesse qui fait un bon père, c'est le cœur qui maintient une famille unie. Que pensez-vous du parcours de Thomas? Si c'était vous, auriez-vous eu la force de tenir tête à ceux qui ont à la fois l'argent et le pouvoir juridique? Et peut-être, juste peut-être, dans nos propres vies, les choses que nous négligeons ou considérons comme petites pourraient porter la valeur la plus profonde et la plus durable. Si vous avez déjà fait face à quelque chose de similaire, ou si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Notre chaîne n'est pas seulement là pour raconter des histoires, nous sommes là pour écouter et pour rassembler ceux dont les cœurs ont un jour été incompris. Est-ce que vous allez bien? Comment vous sentez-vous ces derniers temps, physiquement et émotionnellement? Nous espérons sincèrement que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté un peu de réconfort, à tout le moins, vous a rappelé que vous n'êtes pas seul.